Dans l'épisode précédent, nos participants ont commencé à voir la ligne d'arrivée de leur long parcours. Marc est retourné chez lui avec sa première prothèse faciale. Marissa a terminé sa réadaptation intensive de plusieurs semaines loin de chez elle à Québec. Et Frédéric a presque complété son programme d'entraînement avec l'exosquelette. Bonne nouvelle, Marc April a un nouveau travail à temps plein, 40 heures par semaine, depuis qu'il a sa prothèse faciale. Il est approvisionneur dans une entreprise qui construit des systèmes commerciaux industriels de ventilation et de climatisation à haute efficacité énergétique. OK, donc ça, c'est des planchers en aluminium, c'est ça? Oui. Que tu es en train de rassembler pour les envoyer expédier. C'est ça. Et c'est un nouveau travail que tu t'es trouvé? Oui, ça fait oui. Je suis ici. Je suis sorti à pays par tout le monde. Ah oui, donc ça fait 1 mois et demi que ce boulot-là et tu Oui. t'es senti accueilli par tout le monde. Oui. Est-ce que tu es allé passer ton entrevue d'embauche avec ta prothèse faciale? Oui. Je vais aller ça. Ça. Donc, tu leur as demandé si ça te dérangeait, puis pas du tout. OK. OK. Ça, là. Oui. Ah, ça va graffiner. Oui. Il faudra qu'on prenne des cartons. La poubelle en arrière, il y en a. Oui. Prendre des cartons neufs. Parfois. Depuis l'ablation de son cancer qu'il a laissé défigurer il y a 3 ans, Marc était à son compte dans le domaine du transport avec toute l'insécurité financière qui vient avec ce type de travail. C'est pas pour rien qu'il a cherché sans relâche un emploi plus stable. Avant d'avoir déniché ce boulot-là, je sais, on s'est parlé beaucoup. Oui. Il y a plusieurs endroits où tu as eu des refus. Oui. Mais le fait d'avoir le visage que tu as à la suite du cancer, ça t'a coupé des emplois? Oui. On peut le mettre direct en face là, ça va prendre 2 minutes, après ça, on les remettra. C'est lui, Alexandre Perra, directeur des opérations chez Annexair, qui l'a embauché. Le visage blessé de Marc n'a pour lui aucune incidence sur le travail qu'il a à faire en usine. On a reçu son CV à travers les canaux normaux, là, sur les plateformes de recrutement comme tout le monde utilise. Puis on l'a appelé, on l'a rencontré. C'est sûr qu'au téléphone, on pouvait entendre que Marc avait un trouble d'addiction, mais ça ne nous a pas empêché de vouloir le rencontrer. Il avait un bon CV. Puis c'est ça, de fil en aiguille, on l'a rencontré, puis on l'a embauché. Chose certaine, en le voyant conduire si aisément ce qu'on appelle communément un lift, pas de doute, Marc n'a pas perdu ses aptitudes de chauffeur. Mais même si une personne en situation de handicap a bien des habiletés, se trouver du boulot, c'est pas évident. Selon les dernières données de Statistique Canada, seulement 59 des Canadiens qui ont un handicap et qui sont en mesure de travailler ont un emploi. En comparaison, chez les personnes sans handicap, le pourcentage monte à 80 %. Combien d'emplois tu penses que tu n'as pas eu à cause de ton handicap? Une dizaine? Facilement une dizaine. Tu as cherché pendant 3 ans du travail? Ah oui. Oui, t'es pas incompétent. Ben non, il n'est pas incompétent, loin de là. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est son collègue de travail, André Fradet. Il est-tu bon dans ce qu'il fait? Oh, ouais. Ah, il est vite, il est actif, puis, hein, ben, il arrête pas pendant tout. Ça va bien. Allô? Comment se passe votre collaboration, puis réussissez-vous à le comprendre? Bon, je le comprends quand même. Pas attention, mais je le comprends.
La première fois, c'est sûr, c'est pas évident, mais après ça, on ne danse pas. On s'entend quand même. On fait pas trop répéter. La personne a un beau CV, je préfère l'avoir lui sur un livre que moi. Donc, c'est ça que pour nous a été souhaité. Facile de dire oui. C'est pas la pénurie de main-d'œuvre qui nous force à faire ça. C'est pas le Great Resignation, comme certains parlent, mais c'est juste, je veux dire, la personne arrive avec un CV, il y a de l'expérience, on a un besoin. La question s'arrête pas mal là. Honnêtement, j'ai de la misère à concevoir qu'on ferme les portes d'office aux gens qui ont des handicaps. Qu'est-ce que je conseille aux autres employeurs? Essayez-les. C'est pas pire que d'embaucher quelqu'un qui se présente pas la première journée. Je vois pas qu'est-ce qui justifierait de pas aller de l'avant. Qu'est-ce que ça change d'avoir ce boulot-là dans ta vie? Est-ce que ça change ta vie? Comment tu vois ça? Marc trouve ça valorisant, il fait tout, il a de l'expérience, puis il continue à apprendre. C'est la dernière séance d'entraînement avec l'exosquelette pour l'avocat Frédéric Saint-Jean. La dernière de ses 18 visites ici à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec pour un programme de recherche novateur. On va essayer de pousser les limites aujourd'hui au niveau des pas, de faire le maximum de pas, le maximum que j'ai pu faire, parce qu'il y a eu une progression au niveau des pas. On a commencé à environ j'ai pas les statistiques ici, là, mais à environ 1000 pas. Là, on est rendu à 2400. Alors, aujourd'hui, on essaie de battre le record. Pendant qu'elle installe l'exosquelette sur les jambes de Frédéric avec sa collègue, Caroline Charette, physiothérapeute, pose un regard sur l'entraînement réalisé au cours de ces semaines. Tu sais, ça va super bien. Monsieur Saint-Jean, t'as l'air bien. Tu sais, l'entraînement aussi au niveau physique. Là, donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'augmenter là, à chaque séance. Je suis excellent sous la pression. Alors, c'est ça. Quand vous êtes prêts, c'est à vous. C'est impressionnant de voir Frédéric marcher aussi vite et bien avec l'exosquelette et ses béquilles canadiennes. Lui, qui, je vous le rappelle, est paraplégique depuis 1986. Oui, Caroline continue de le tenir par l'arrière avec une ceinture, mais ce n'est que pour assurer sa sécurité. En fait, pendant les séances d'entraînement, oui, on voit des gains parce qu'au début, on n'aurait pas eu je pense pas que vous auriez eu l'endurance de faire aussi longue marche. Là. Faire 15 minutes de marche continue comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Là. Ça demande une bonne endurance puis un bon contrôle de l'exo aussi. Donc, définitivement, là, en termes de progression d'entraînement, on voit vraiment une amélioration. Là. La vitesse, bien, c'est sûr que, tu sais, au début, on allait moins vite. Dès qu'on est allé avec les béquilles canadiennes, là, le transfert de poids était beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. C'est là qu'on a gagné un petit peu de vitesse, effectivement, là. Et là, on a seté les paramètres de l'exo, comment que M. Saint-Jean contrôle l'exo. On a pas mal atteint un plateau en termes de vitesse. Ça va toujours? Oui. On est bon pour se rendre au bout? Oui. Parfait. Faut pas lâcher. Faut jamais lâcher. Non. Faut jamais lâcher. Ça va bien. Faut être optimiste. Puis vive la science. On n'est pas nécessairement capable de dépasser cette vitesse-là, mais c'est pour ça qu'on travaille vraiment en endurance. Là, on augmente la durée de temps de marche à chaque fois. Le fait de marcher avec l'exosquelette me permet de développer les muscles que j'utilise pas, qui sont plutôt inertes. Je sens certains muscles au niveau des jambes, au niveau des fessiers, travailler plus ou qui sont plus présents. Parce que moi, la seule affaire, c'est que je vous sens très penché vers l'avant. Ben moi, je me sens pas plus penché que hier ou avant-hier. Puis je compense pour les choses que vous avez ajoutées pour que ça change. Je sens qu'à cause de ce que vous m'avez mis ça, mes pattes prennent plus par terre. Mes pieds prennent plus. Prennent plus. À chaque pas, je suis obligé C'est ça. de faire.
Parce que quelque chose de plus parce que vous avez fait quelque chose. C'est la première fois que ça fait ça. C'est ce que vous m'avez mis, là. c'est les pads. Non, c'est ça. Enlève-moi les pads, j'arrête. Ouais, non, moi, j'enlève pas les pads, là. Ça, c'est sûr, parce que Pourquoi? c'est qu'il y a des petites plaies, là. Ben écoutez, c'est ce qui ressemble le plus jusqu'à présent, depuis 1986, à ce que j'appelle un patron de marche, là, pas pire. Là. Parce que si on se concentre sur le patron de marche, là, que j'ai actuellement avec l'exosquelette, c'est quand même incroyable. Fait que c'est quand même un très bon début. Puis je répète, ça n'est pas une arnaque, l'exosquelette. Dernier sprint! Donc, on va arrêter avec le pied droit. Devant? Un. Ouais, en avant. Lui. Non, non. Prochain. Oui. Lui. Parfait. Good job. Non, on va voir c'est quoi Bouteille le nombre de... d'eau. On va voir c'est quoi le nombre de pas, là. C'est quoi le nombre de pas que vous dites? Ben, j'espère que c'est 2005 et plus. Eh non, 2700. Oh là là. Hey! Bon travail. À Sacré-Cœur, en Haute-Côte-Nord, Marissa Savard est mieux que jamais. Elle, qui est atteinte de paralysie cérébrale, poursuit la réadaptation de ses jambes chez elle, auprès de ses deux sœurs, de son père et de sa maman Mélanie Laprise. C'est clair, le pire est maintenant derrière elle. Elle n'a plus besoin de marchette et elle sourit comme je ne l'ai jamais vue sourire au cours des 9 derniers mois. On voit que Marissa est debout toute seule. Oui. Comment se sont passés ces 5 derniers mois? Comment va la réadaptation? Ça a bien été. C'est ça qu'à Québec, ça a été dur un peu, mais une fois qu'on était rendu ici, ça a bien été. Donc, toi, Marissa, comment tu définirais ta posture et ta démarche maintenant? Mieux qu'avant. Qu'est-ce que tu fais de nouveau ou de différemment ou de plus? Des plus longues distances. Y a-tu moins de douleur aussi? J'en ai plus. Plus de douleur, zéro. Bravo. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là, Mélanie, la belle Marissa? Elle fait un exercice pour renforcer ses muscles de cuisse. Fait que la bande que vous voyez, c'est comme un poids. Puis quand elle lève sa jambe, ça fait comme une résistance. Fait qu'elle, il faut qu'elle aille contre la résistance pour que ses muscles se renforcissent. Donc, c'est ça, l'élastique attache comme ses deux genoux ensemble, ses deux cuisses ensemble. Oui. Puis, est-ce que c'est des exercices à faire régulièrement? Puis, est-ce qu'elle aime ça, Marissa? On va dire oui. Mais c'est une fois par jour, à peu près. OK. Moyenne 10 répétitions par cuisse. Et toi, Mélanie, qu'est-ce que tu dirais qui a changé là, sur la démarche de Marissa? C'est un petit peu moins saccadé. Mais c'est ça qu'il reste encore du travail à faire. T'sais, une fois qu'elle va avoir compris qu'il faut qu'elle grandisse puis qu'elle pousse ses genoux vers en arrière, là, ça va aller mieux. C'est ça que là, son cerveau, il est encore dans l'apprentissage de « Oh, faut plus que je marche comme ça. Il faut que je grandisse, que mes épaules soient plus par en arrière. » Tu sais, c'est tout réapprendre le patron de marche, là. C'est que, tu sais, ça devait être... Le docteur avait dit à peu près 1 an avant de tout. Fait que on est comme encore dans le temps. Puis ça vient guéri, on voit la cicatrice, elle est Très. toute belle. Oui. C'est sûr que celle sur les côtés, c'est plus long, mais celle sur les genoux, ne paraissent presque plus. Voir Marissa marcher comme ça, toute seule, sans béquille, sans appui sur personne, c'est pour moi comme un peu de la magie, considérant qu'il y a moins d'1 an, cette perspective était un mirage. Est-ce qu'on s'en va, Marissa, voir ton beau coin de pays, marcher un peu? Où tu nous amènes, là? Le quai à Lanzarote,
Ouais, c'est ça. On te suit. Pour Marissa, aller marcher si facilement au quai de l'Anse de Roche est une toute nouvelle liberté acquise avec bien de la douleur et des efforts. L'oculoplasticien Patrick Boulos se rend souvent en salle de chirurgie pour opérer des hommes et des femmes à qui il doit reconstruire le regard. Voici certains de ses patients. Ils souffrent tous d'orbitopathie thyroïdienne. Ce sont des cas que l'oculoplasticien voit souvent, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de suivre dans le cadre de notre série. Ça arrive quand la glande thyroïde s'emballe et cause l'inflammation des tissus entourant les yeux. Les globes oculaires prennent de l'expansion et ils finissent par ne plus avoir de place et sortir de la cavité. On appelle ça une exophthalmie. Dans les pires cas, c'est des gens qui finissent par avoir une proptose ou une exophthalmie. Les yeux peuvent venir sortir du visage. Parfois, ça peut sortir au point qu'ils aient une subluxation. Donc, vraiment, les paupières peuvent aller glisser derrière le globe oculaire. Et donc, on fait des chirurgies qui rétablissent leur anatomie, mais en différentes étapes, qui puissent éventuellement retrouver une apparence pré-maladie. On fait d'autres sortes de chirurgies où est-ce que ça prend des années, particulièrement dans des traumas sévères. On va avoir des patients qu'on va suivre et opérer plusieurs fois, des fois une dizaine de fois ou plus, jusqu'à retrouver une apparence plus normale. Donc, ça peut prendre parfois 5 ans, 6 ans ou plus. Et à la fin, on peut avoir un très bon résultat. En voyant le visage de cette jeune femme défigurée dans un gros accident de voiture, on n'a pas le choix d'admirer le travail des oculoplasticiens et des autres chirurgiens qui ont contribué. D'ailleurs, la douzaine d'oculoplasticiens qu'on a ici au Québec ont une réputation très enviable sur la scène internationale. Si je prends l'exemple de la performance des résidents quand ils terminent leur résidence en ophtalmologie, ils prennent un examen qui est l'examen du American Board, qui est un examen nord-américain. Et les résidents du Québec finissent toujours dans le top 95 de toute l'Amérique du Nord. Donc, on est vraiment très bien formés. Et puis, même quand on va faire nos surspécialités dans d'autres pays, dans d'autres villes, les gens sont toujours impressionnés par nos connaissances. C'est vraiment ça qui m'a plu en oculoplastie, c'est que c'est jamais pareil. Et puis, à chaque fois, il faut imaginer un peu ça va être quoi le résultat final et puis essayer d'imaginer en 3 dimensions. C'est un peu de la géométrie. Donc, il y a des mathématiques qui rentrent là-dedans, il y a de la physique qui rentre là-dedans, il y a de la médecine et de la guérison. Donc, tout ça doit être pris en ligne de compte. Puis, l'emballage, c'est un peu l'art de la technique. C'est-à-dire, c'est un peu comme de la sculpture ou bien faire du bricolage. Le bricolage du vendredi après-midi. Là, on est sur la terre familiale des Bernier depuis environ 6-7 générations. On perd un peu le fil. Alors, la terre a les dimensions d'origine du régime français, 2 arpents de large, 40 arpents de long. Alors, de l'autre côté, c'est la partie forestière que je vais vous présenter, qui est mon projet là, écologique d'il y a 30 ans, que j'ai chéri puis j'ai bien développé, qui a bien réussi. À Montmagny, le chirurgien dentiste spécialisé en oncologie, Gaston Bernier, est venu décrocher de toute la pression causée par son travail de médecin et de gestionnaire du département d'Épithésie. L'idée que j'ai eue il y a longtemps, je trouvais que les plantations d'épinettes, on manquait de biodiversité. C'était une de mes 3 grandes passions, à part la politique, l'environnement et la médecine. Alors, l'environnement, j'ai dit, je vais faire des projets privés. Je n'ai pas le temps de m'impliquer de façon correcte dans les 3 domaines. Qu'est-ce que ça t'apporte de venir jouer dans la nature, d'être dans le bois par rapport à ton travail? Alors, ici, c'est mon coin naturel. J'ai commencé à venir ici quand j'avais 6 ans, donc c'est les racines, c'est facile, c'est mon terrain de toujours. C'est comme un petit arbre de paix, là. Puis aussi, l'autre chose importante, c'est que la nature progresse quand je suis pas là. Donc, je suis pas là, je me trouve quelque chose qui puisse progresser malgré le fait qu'en médecine, on est souvent absent. Reconstruire des visages, c'est l'investissement d'une vie pour ce père de 2 grands enfants. Un engagement qui est né d'une histoire bien personnelle,
qui prend racine ici, dans ce territoire familial. Ma mère m'a rappelé bien des années plus tard qu'il s'était passé quelque chose. Mon cousin, malheureusement, a vécu une maladie de son épouse. Très jeune, elle a eu un cancer de l'œil, elle est décédée. Mais je l'ai vu quand il a porté son épouse d'ici jusqu'à la maison et apparemment, ça m'avait marqué énormément de voir cette jeune femme-là malade. Bon, à l'époque, je savais pas qu'elle allait décéder. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en retour à la maison, j'ai dit à ma mère, je vais faire quelque chose plus tard pour que ça n'arrive pas. Et j'ai complètement oublié l'histoire et elle m'a rappelé ça 25 ans plus tard, comme quoi je voulais faire quelque chose pour aider les gens à affronter le cancer. C'était une jeune femme, donc une maman aussi de Oui, trois une maman enfants? de 3 enfants, oui, oui. Bien, je me souviens, en fait, assez peu de choses, mais je me souviens du chemin. Je me souviens du chemin bloqué par la neige. Je me souviens de la difficulté, puis aussi le côté triste puis injuste là, de ce qui arrivait, là. C'est fou quand même comment un événement tristement marquant dans notre jeunesse peut, des années plus tard, devenir un moteur pour améliorer notre monde. Être dans le bois, c'est la soupape du docteur Gaston Bernier. Pour des médecins qui œuvrent auprès de patients comme Marc en grande détresse physique et par conséquent souvent en souffrance émotionnelle, trouver des moyens de se ressourcer est fondamental parce que les exigences sont énormes. Quand je me retrouve avec lui dans un environnement plus intime, il parle de lui-même à la troisième personne du singulier, comme pour garder une certaine distance. Il y a des bouts, c'est un autiste. Il y a des bouts, c'est un athlète. Il y a des bouts, c'est un rêveur. En fait, moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir quand même plusieurs dons. Le don d'être capable de faire des études, mais aussi le don d'apprécier puis d'être capable d'évaluer un paquet de réalités. Donc, je me considère un peu tourmenté. Et tourmenté pour le bien, dans le sens que je suis toujours en train de me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la société? Comment ça fonctionne, tel mécanisme? Quelle est la dynamique derrière telle réalité? Qui je suis quelqu'un d'être complètement insatisfait. Donc ça teinte. J'ai beaucoup de misère à dire, bon, là, on roule, puis ça va bien, puis on arrête. Non, quand ça va bien, là, je m'ennuie un peu, puis je me cherche quelque chose d'autre pour améliorer, soit les soins. Mais donc, ton côté perfectionniste ou insatisfait, ça doit te servir aussi dans ton travail parce que ça demeure un travail d'extrême minutie. Surtout que la reconstruction que tu fais, toi, c'est une reconstruction dans le visage. Oui. C'est un endroit sur le corps qui est le plus mis de l'avant dans la société, ça demeure quand même le visage. C'est tout à fait juste de le dire. C'est toujours donné en spectacle, en pâture au regard des autres, parce que l'être humain est un être social, donc on a toujours besoin de savoir qui c'est, mais comment il va. Donc le visage nous dit est-ce qu'il est en santé physique, est-ce qu'il est en santé mentale. Mais disons que le visage aussi, c'est un petit endroit où se concentre la pensée, les sens, l'alimentation. Donc il y a beaucoup de changements en peu de distance. La médecine appliquée au visage, une médecine qui doit être précise, ça c'est clair, là. Agir dans le milieu de l'oncologie, mais du visage, demande énormément de patience, c'est clair. Et aussi un peu de compassion parce que les gens souffrent beaucoup. C'est un endroit qui est fragile, qui est sensible, donc d'avoir la main douce puis prendre son temps, c'est quelque chose qui est très apprécié par la clientèle. Moi, je suis fondamentalement un humaniste, mais un humaniste très actif. Donc, j'ai trouvé dans les soins de santé un beau mix, un beau mélange de science, d'humanisme, de soins médicaux, en même temps de capacité d'innover. Donc, ça a été une belle découverte, l'épithésie, tout ce qu'on a apporté aux patients de cancer. Les épithésistes, c'est des gens qu'on a choisis autant habiles du côté humain que du côté technique. Mais le côté humain est très important parce que dans le cadre de l'épithésie, on en a parlé quelques fois, on permet aux gens de récupérer leur vie d'avant, mais il faut accueillir leur souffrance puis leur difficulté momentanée. Donc, il faut être à l'écoute, il faut être beaucoup à l'écoute dans notre domaine. Et on a bien réussi ça. Ben, ça va avec ta prothèse, là? Ça va bien?
Mais on dirait qu'elle t'irrite un peu, hein? Ouais. Elle t'irrite un peu sur le côté, hein? Ouais. C'est l'heure du lunch pour Marc, qui a le plaisir de recevoir la visite de sa grande amie, Dominique Blais. Il a fait sa connaissance quand il s'est acheté un camion pour travailler à son compte dans le domaine du transport. Dominique est devenue en quelque sorte son ange gardien. Mais là, écoute, vu que c'est nouveau, la prothèse, peut-être qu'on ne devrait pas attendre 6 mois pour voir le médecin. Tu me donneras son numéro. Si tu veux, je prendrai un rendez-vous. Oui. Quelqu'un d'important pour toi? Oh. Oui. Tu vas le faire pleurer, là. Mais on a une belle rencontre, Marc, ensemble, hein? Depuis la journée qu'on s'est rencontrés, là. Ben, tu sais, je te donne juste un petit coup de main de temps en temps, là. Mais c'est pas grand-chose. Parce que moi, la seule famille que j'ai créée ici, c'est un parent qui était homosexuel. Donc, la seule famille que tu sois proche de toi, c'est ton parrain à Mont-Saint-Hilaire. Ça se trouve à être combien de temps d'ici, à peu près? 45 minutes. Donc, Dominique est devenu quelqu'un de très important dans ta vie. C'est comme la famille. Ouais. Est-ce que l'isolement social vient parce que tu es géographiquement ailleurs ou il y a un isolement social qui vient aussi avec ta condition? C'est les deux. Quand tu es allé à l'épicerie hier? Un monsieur qui t'a demandé ce que tu avais eu. Un bec de lièvre. Le monsieur a dit qu'il avait connu quelqu'un avec un bec de lièvre, oui. T'es allé à la chasse, s'est fait tirer. C'est une joke, ça? Voulais-tu faire une blague, là, ou... OK. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai de la misère à comprendre. Tant qu'à aller dire une niaiserie pour peut-être pas le faire rire parce que ça l'a pas fait rire, clairement, là, tu te la fermes, tu sais. Tu dis rien, hein, Marc? Qu'est-ce que t'en penses? Ferme ta gueule. Comme dirait Marc, ferme ta gueule. Les gens irrespectueux, il est pas capable. Puis surtout, dans cette situation, si les gens ils manquent de respect, ça vient le chercher tout de suite. C'est sûr qu'il boit du noir. N'importe qui vivrait ce qu'il vit, il boirait du noir, il y aurait des hauts et des bas. Fait que si je peux, de temps en temps, mettre un petit velours sur quelque chose, ne serait-ce que le soir, des fois, il me texte, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais tu sais, je dis juste le rassurer ou dire un petit mot pour le rassurer, tu sais. Ça me demande rien. Puis lui, je le sais que c'est beaucoup pour lui, tu sais. Là, ben, ma prochaine étape, c'est d'essayer de trouver dans les CLSC des psychologues qui vont pouvoir le suivre aussi parce que, dans ma tête à moi, il a besoin d'être suivi. Il a besoin d'être capable de parler avec quelqu'un qui va le réorienter tout de suite dès qu'il vit une situation plus critique, tu sais. Il peut pas appeler nulle part. Tu sais, il peut pas. Il est pas capable. Il est limité. Fait que il se fait pas comprendre. Faut qu'il soit suivi. C'est pas normal. Je trouve pas ça normal que quelqu'un qui vit ça soit pas suivi régulièrement. C'est toi qui montres aux autres que c'est pas parce que j'ai eu cette intervention-là que je vais rester chez nous puis me cacher puis rien faire. Moi, je veux aller travailler, je veux socialiser, je veux parler avec du monde, je veux vivre ma vie comme normale. C'est lui qui nous apprend, en fin de compte, tu sais. C'est lui qui nous montre plein de choses. À Québec, j'arrive chez Investissement Québec, CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, le futur de la reconstruction corporelle. Soyons clairs, ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins de la chirurgie plastique liée aux pathologies graves.
Mais ils font des miracles pour celles notamment qui impliquent les os. Avec ces énormes imprimantes qui valent entre 500 000 et 1 million de dollars américains, il est désormais possible de fabriquer sur mesure des pièces de rechange pour le corps humain. La première homologation obtenue était pour une mandibule, pouvant servir à reconstruire une mâchoire après un cancer ou un accident. C'est Olivier Marcotte, ingénieur mécanique et agent de recherche et développement chez Investissement Québec CRIC, qui a chapeauté tout le développement du projet. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une barre de reconstruction mandibulaire. Donc, pour traiter des patients qui sont atteints de cancer de la bouche. Donc, il y a une procédure chirurgicale qui doit être faite pour retirer la tumeur, puis remplacer ça par un greffon osseux. Donc, il y a une barre de reconstruction qui doit être mise en place là, pour tenir tout ça mécaniquement pendant le processus naturel de guérison. Et puis, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va imprimer ces barres-là en impression 3D. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la préparation de cette impression-là. Les barres classiques, ça ressemble à ça ici. Nous, on voit que c'est vraiment des barres qui sont droites, que le chirurgien doit venir couper à la bonne longueur, plier avec des pinces. Donc, c'est ça, ça prend un matériau qui est assez mou pour être malléable, pour être capable d'être formé. Et c'est beaucoup de temps opératoire qui est perdu. Le résultat final va ressembler à ceci. Là. Donc, la zone qui était atteinte de cancer qui a été retirée. Il va y avoir un greffon osseux qui va être placé entre les deux. On voit aussi que la barre classique, il y a des trous qui sont partout à des distances fixes sur toute la longueur de la barre parce qu'on ne sait pas à l'avance où vont être placés les vis, justement. Et on peut voir aussi que ça génère quand même des imperfections au niveau de l'ajustement. Il y a quand même des jeux importants qui peuvent être nuisibles, que ce soit juste pour l'esthétique de la chose, mais aussi pour la résistance mécanique du système. Ça arrive souvent que ces barres-là vont casser à l'utilisation. Et donc, par conséquent, ça veut dire refaire une chirurgie? Ça veut dire refaire une chirurgie. Et voici à quoi ressemble la nouvelle barre technologique faite totalement sur mesure et déjà pliée selon la morphologie du patient. On y voit les endroits précis où le chirurgien peut faire ses coupes dans l'os et poser ses vis. Alors, Olivier, ici, c'en est une barre mandibulaire, là. C'est un prototype là, pour un patient qui aurait eu un gros cancer. Là. Il ne reste que la partie arrière de la mandibule. Oui, exactement. Donc, c'est malheureusement des choses qu'on voit dans la réalité clinique. Donc, pour un patient comme celui-là, on aurait plusieurs greffons osseux là, qui seraient insérés pour venir combler le manque. Ces greffons-là sont typiquement prélevés dans la jambe même du patient au niveau du péroné. Donc, c'est un os dont on peut se passer dans la vie de tous les jours. Cette barre mandibulaire de haute technologie avec un guide de coupe coûte environ 15 000 $. Les gains qui sont faits sont pas tant au niveau du coût du système lui-même que des gains au niveau de tout l'ensemble du système de santé du patient. Donc, le temps opératoire qui est sauvé, si on sauve... De l'ordre de combien? Si on peut sauver peut-être une couple d'heures au niveau de la chirurgie avec un système guidé comme ça versus un système comme celui-là classique qu'il faut modeler sur place. Donc, c'est non seulement le temps du chirurgien, mais aussi tout le personnel opératoire, les infirmières, les anesthésistes qui sont là pendant ces chirurgies-là. Une chirurgie mieux adaptée aussi, puis moins longue, bien, c'est une moins grande utilisation des banques de sang. C'est des patients qui récupèrent plus vite, qui libèrent des lits plus rapidement aussi, qui ont moins de risques d'être réopérés dans le cas de problème ou de bris de la barre. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte là, quand on pèse le pour et le contre au niveau financier de ces systèmes-là. Donc, celle-là ici, c'est celle qu'on utilise vraiment pour les barres de reconstruction. On voit en ce moment à l'écran ce qui est en train d'imprimer. Donc, le flash lumineux, c'est vraiment le laser qui se promène sur le lit de poudre, qui vient faire fusionner là, les zones pertinentes de chaque pièce sur cette couche-là. Si lui vient déposer une fine couche de poudre sur le lit d'impression. La poudre est en alliage, c'est ça? Oui, exactement. Okay. C'est notre métal qui est sous forme de poudre. Et puis, à chaque fois qu'on dépose une couche de poudre, bien, en fait, le plateau sur lequel ça se construit va descendre là, à l'intérieur de l'imprimante. Faire une barre mandibulaire grâce à ce type d'impression novatrice peut prendre plus de 10 heures. Puis la poudre, quelle sorte de poudre est-ce? Parce que c'est quand même, ça va aller dans le corps humain, dans la bouche, ça prend des matériaux qui vont tenir la route, là. Donc, nous, c'est de la poudre de titane avec un grade médical qui est connu, là, qui a une historique d'utilisation depuis très longtemps. Il a fallu faire quand même des tests très extensifs au niveau de la biocompatibilité, s'assurer que tout ça était bien compatible dans le corps humain et ne générait pas rien d'indésirable, aucun effet indésirable là, dans le corps humain. Investissement Québec CRIC est la toute première organisation au pays à avoir l'autorisation de Santé Canada pour fabriquer et implanter de telles pièces dans le corps humain.
La fabrication additive métallique vient révolutionner le domaine médical. Pourquoi? Parce qu'elle permet aujourd'hui de produire des pièces sur mesure implantables chez l'humain. Lynne Dubois, qui est vice-présidente chez Investissement Québec, n'est pas peu fière de ce que son équipe vient de réaliser. Aujourd'hui, the sky is the limit. Les possibilités sont indéterminées et cette technologie-là va pouvoir être appliquée à bien d'autres applications que de la reconstruction mandibulaire, va pouvoir être appliquée pour des reconstructions de genoux, de hanches, éventuellement à d'autres types d'applications. On a déjà fait des applications aussi dans le domaine vétérinaire. Donc ici, j'ai un exemple. Là, c'est un chien, justement, qui avait un cancer au niveau d'une patte. Et puis, on est venu remplacer, dans ce cas-ci, carrément le bout d'os avec une pièce imprimée. C'est sûr que ça ouvre toute une panoplie de possibilités qui n'étaient pas là avant. Donc oui, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une révolution. Ce n'est pas une technologie qui, pour l'instant, pourrait bénéficier à Marc dans son processus de reconstruction parce qu'on ne peut pas encore imprimer des os du visage. Dans les options qui pourraient améliorer davantage sa condition, il y a le faux palais, l'obturateur palatin qu'on a déjà exploré et qui pourrait être essayé de nouveau. Ça permettrait à Marc d'améliorer passablement sa locution. Pour le reste, soyons clairs, une greffe du visage n'est pas possible. Les tissus qui ont reçu beaucoup de radiation sont à risque d'infection. Une intervention comme celle-là serait donc un risque pour sa vie. La meilleure possibilité pour Marc serait d'allonger sa prothèse faciale pour qu'elle couvre l'ensemble de son visage. Mais pour ça, il faudrait que sa bouche ouvre davantage, comme nous l'explique le Dr Gaston Bernier, chirurgien dentiste spécialisé en cancérologie. Alors, quand on opère largement, on peut aller chercher les muscles de fermeture de la bouche. C'est des gros muscles très forts. On peut parler du ptérygoïdien interne, par exemple. Alors, quand ce muscle-là est opéré ou reçoit de la radiation, il va à l'occasion fibroser, il devient très dur. La bouche peut n'ouvrir que de quelques millimètres, quelques épaisseurs de 10 cents. Donc, ça limite extrêmement l'ouverture des jambes. M. April souffre de ça. Malheureusement, c'est un élément majeur de la situation, le fait qu'il n'ouvre pas la bouche. C'est carrément une bande élastique qui est devenue une bande en acier maintenant pour lui. Et si on veut le solutionner, on peut soit déchirer ce muscle-là, ce qui est traumatisant, le couper, casser son os ou encore faire des exercices d'ouverture forcée. Mais des fois, la force nécessaire pour ouvrir la bouche, on casse des dents. C'est tellement puissant qu'on est obligé de casser les dents pour dérédir le muscle. Alors, souvent, on ne va pas là. Donc, pour M. April, plus tard, il y aura vraiment un soulagement à lui donner en changeant l'élasticité de son muscle ptérygoïdien interne. C'est donc Marc qui doit décider si et quand il serait prêt à subir ces douloureux traitements. J'arrive de la cour et nous avons obtenu un jugement. Alors, je vais justement appeler mon adjointe pour qu'elle me l'apporte. Donc, c'est ça. C'est mon bureau à Québec depuis 1994. Je dirais pas que j'ai grandi ici, mais j'ai passé une grande partie de ma vie ici. Et j'essaie de concilier le travail très demandant de l'avocat avec le programme d'entraînement, l'exosquelette. Ça a été une question, là, est-ce que je vais être capable de me libérer pour 18 séances d'entraînement? Et je me suis dit, écoutez, là, c'est là ou jamais, là. Mes enfants m'encouragent dans ce programme-là, mais je m'organise pour bien desservir ma clientèle et en même temps de passer le temps dans l'entraînement pour ce programme d'entraînement-là avec l'exosquelette. Quand on est un avocat plaideur à son compte comme lui, s'engager dans un projet de recherche comme il le fait exige une gymnastique d'agenda assez complexe. Heureusement que Luce, son amoureuse et adjointe, est là pour l'aider dans tous ses engagements. Luce, vraiment, on l'a vu à l'île aux Coudes, mais vous autres, vous êtes une équipe. C'est un travail de collaboration. En fait, vous êtes quasiment toujours ensemble.
Oui, c'est vrai. On est pas mal ensemble, oui. Frédéric tient son agenda, mais oui, on en parle ensemble. C'est certain qu'on va monter l'agenda ensemble. Oui, oui. Fait que, oui, c'est un travail d'équipe, oui. À l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, c'est l'heure du bilan pour Frédéric Saint-Jean qui termine son entraînement avec l'exosquelette. Il ressort de l'expérience emballé et motivé. Je lui souhaite que l'avancée de la science et de la technologie au cours des prochaines années alimente son enthousiasme. On a réussi à atteindre l'objectif parce qu'on est parti avec... on a les statistiques ici à 500 pas. La première séance. La première séance. Là, on est à 2007. 2007. 2007. Mais l'exosquelette, il a quand même m'a fait travailler certains muscles et ça, c'est positif. Puis peut-être qu'en salle d'entraînement, je peux essayer de reproduire ça. Mais moi, si je prends mes béquilles, puis que je marche avec mes béquilles, j'ai pas le pattern de marche incroyable qui m'est apporté par l'exosquelette, là. Fait que je reviens dans mon ancien pattern de marche, mais avec l'espoir peut-être qu'un jour, il y a quelque chose à faire, parce que ça fait 36 ans que je suis avec ces limitations-là, depuis 86. Et puis moi, j'ai toujours espoir, j'ai toujours gardé espoir. Je vous dirais, en 86, j'ai fait un grand espoir avec la science, l'avancée. Puis l'espoir que j'avais en 86, j'imaginais que je marcherais là, bien avant 2022, là, puis c'est pas le cas. Là. Il y a eu des percées en sciences, mais au niveau de la moelle épinière, ça n'a pas été aussi vite. Là. Alors, mais je garde toujours espoir. Merci pour tout. Merci. Bonjour. Bonjour. Mais moi, s'il y a quelque chose de l'exosquelette, si ça se commercialise, c'est certain que je vais en acheter un. Là. L'immensité et la splendeur du fjord du Saguenay à Sacré-Cœur, en Haute-Côte-Nord, c'est un lieu puissant. Marissa, ses parents et ses 2 sœurs viennent s'y promener en jetant un regard sur tout le chemin parcouru depuis que la jeune femme a été opérée aux jambes. Dites-moi, les filles, Roselyne et Anne, est-ce que vous avez vu une grande amélioration quand vous voyez votre sœur là, marcher? Qu'est-ce qui monte pour vous? Ben, avant, elle marchait pas sur une grande distance. Elle avait besoin de sa marchette. Et là, elle est rendue à marcher toute seule. Et toi, Roselyne, c'est quoi les différences que tu vois? Ben, avant, elle marchait sur la pointe de ses pieds. Maintenant, elle met plus en arrière, ses pieds. On arrive à la fin de notre parcours ensemble. C'est sûr que vous, ça va se poursuivre, mais à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes contente d'où vous êtes rendue? Oui, ça a été difficile, on ne se le cachera pas, mais une fois tout guéri, la réadaptation moins prenante, ça va beaucoup mieux. Fait on voit plus d'autonomie pour elle aussi. T'sais, capable de marcher plus longtemps, pas être obligé d'arrêter aux 5-10 minutes pour dire je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. Ben, c'est sûr qu'elle va pouvoir continuer à vieillir sans douleur. Faire mon bal de finissant plus droite. Oui, aussi. Tu vas pouvoir marcher, danser, debout. Hein? Toutes des petites choses qu'on pensait pas. Ben, on pensait le faire, mais en fauteuil roulant, parce que ça aurait été plus long, mais là, 2 ans pour faire des muscles dans tes jambes. Puis... Ben, des fois, c'est difficile, mais on arrive toujours à voir le soleil. Il y a eu des orages, mais là, ça s'en vient beaucoup mieux. Qu'on trouve toujours la lumière au bout du tunnel. Je retrouve Marc dans un parc pour nos au revoir. Il tombe une petite brune. C'est un peu à l'image de ce qu'on ressent.
On est un peu triste de se quitter après près d'1 an à passer du temps ensemble. En même temps, l'avenir s'annonce positif pour ce costaud à la résilience sans limite. Merci pour tout ce temps passé avec toi. Tu es un homme très inspirant. Je te souhaite bon vent pour la suite, Marc. On sera toujours amis, c'est ça. Ce projet-là, Reconstruire le corps, c'est plus de 2 ans de travail pour moi. J'ai créé des liens forts avec les participants et les équipes médicales pour entrer dans leur vie, puis documenter le processus infiniment intime de la reconstruction corporelle. L'univers de la chirurgie plastique fonctionnelle dans lequel on s'est plongé pendant plusieurs mois, c'est pas une ride ou une paupière tombante que les professionnels doivent corriger. Non, ce sont des atteintes fonctionnelles graves. Quelque part, grâce aux bistouris et aux compétences d'équipes médicales chevronnées, c'est tout l'individu qui se reconstruit pour, au final, mieux jouir de la vie.